Alors même si ça devient insupportable d'entendre parler de ça uniquement, peu importe ce qu'on ouvre, YouTube, la télé, la radio, il n'y a que ce mot dans les bouches de tout le monde, la récession. Les marchés inclinent, j'ai vu ces dernières heures, un peu plus pour une baisse de 0,5%. Que ce soit à Paris, Londres, Milan ou encore Tokyo, ce lundi, les marchés financiers ont très fortement reculé et la bourse s'affole. La raison est bien la crainte d'une récession économique aux États-Unis. Tous les marchés mondiaux décrochent face au risque de récession aux États-Unis. Les craintes de récession aux États-Unis sont montées d'un cran cet été, il y a quelques semaines, alors que la Fed n'a pas encore commencé à baisser ses taux. Alors oui, de nombreux indicateurs semblent nous dire qu'une récession va arriver, mais vous allez voir dans cette vidéo que ce n'est peut-être pas si grave que ça. Et surtout, vous allez voir comment est-ce que je me prépare pour en tirer profit, pour être dans de bonnes conditions et être le moins affecté possible. Je suppose que vous avez déjà eu une grippe, un rhume, ces petites maladies que tout le monde a une fois tous les 2 ans ou 3 ans pour ceux qui ont un système immunitaire vraiment puissant. Eh bien, l'idée que vous savez que vous allez avoir un rhume ou une grippe. À peu près tout le monde aujourd'hui sait qu'il y a des chances que cet hiver ou que l'hiver prochain, je chope ce rhume ou cette grippe. Ça va peut-être me clouer au lit pendant une semaine, 2-3 jours. Tout le monde réagit un petit peu différemment à cela. La seule chose qu'on sait, c'est que ça va arriver. Est-ce que pour autant vous arrêtez de vivre? Est-ce que pour autant vous avez peur de tout, vous restez enfermé sous votre couette chez vous avec des masques pour respirer que de l'air pur, avec des désinfectants dans tous les coins? Non, vous vivez votre vie parce que vous savez que c'est quelque chose qui arrive, ce n'est pas mortel, vous n'allez pas en mourir. Alors ceux qui ont des problèmes particuliers d'un point de vue système immunitaire vont faire plus attention que d'autres parce que là ça peut être fatal, mais en règle générale pour la majorité de la population, ce n'est pas une grippe ou un rhume qui va vous achever. Avec une récession, c'est pareil. Certaines personnes risquent beaucoup plus quand une récession arrive que d'autres. Certaines entreprises également vont avoir beaucoup plus de problèmes si une récession arrive par rapport à d'autres, mais pour la majorité, une récession n'est qu'une grippe et ça va passer. C'est quelque chose qui est inévitable, il faut bien comprendre cela. On ne sait pas quand ça va arriver, on ne sait pas exactement quel sera le déclencheur. On le sait uniquement après des diagnostics, mais en anticipation, c'est très compliqué à savoir. Donc ça, c'est la première chose que vous devez comprendre, c'est qu'il faut dédramatiser. L'être humain a une tendance maladive à dramatiser les choses, que ce soit dans le positif comme dans le négatif. C'est Howard Marks qui en parle beaucoup, notamment dans ses mémos. Il parle du pendule des émotions, de la façon dont les gens réagissent, que ce soit d'un côté la peur extrême, de l'autre côté l'avidité extrême. On navigue généralement d'un extrême à l'autre. On est rarement dans une phase d'équilibre. C'est très rare, on est souvent soit on est positif à l'extrême, soit on est négatif à l'extrême. En général, il n'y a pas de lieu que ce soit comme ça. Donc il faut bien comprendre ça pour pouvoir traiter une récession comme il se doit. La deuxième chose à comprendre, c'est que tout est une histoire de cycle. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette histoire du fermier qui va nourrir et qui va avoir des cochons. Il va avoir des cochons parce que le prix du cochon à la revente pour la viande va être de 100 € et pour lui, ça ne coûte que 10 € par cochon. Donc il a une excellente marge. Il gagne beaucoup plus à produire des cochons que produire du canard ou du bœuf. Donc il produit des cochons et le marché en entier se rend compte que oui, effectivement, produire des cochons, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Donc tout le monde se met à produire des cochons. Ce qui se passe à ce niveau-là, c'est qu'on a une cassure entre l'offre et la demande. On commence à avoir beaucoup plus et beaucoup trop de fermiers qui proposent des cochons pour une demande qui finalement, eux, on n'a besoin que de 100 cochons, on n'en a pas besoin de 5000. Donc à partir de ce moment-là, automatiquement, si vous voulez écouler votre stock de cochons en tant que fermier, vous allez devoir baisser vos prix parce qu'il y a beaucoup trop d'offres. Vous allez baisser vos prix pour satisfaire la demande et surtout vous pour vous débarrasser de vos stocks. Et à partir de ce moment-là, vous vous rendez compte que, ah mince, finalement produire du cochon, c'est plus ce qui est intéressant. Produire du bœuf, c'est beaucoup plus intéressant parce que j'ai une meilleure marge et parce que je peux faire beaucoup plus d'argent. Donc à partir de ce moment-là, je gagne plus d'argent avec le bœuf qu'avec le cochon. Donc je vais produire du bœuf. En produisant du bœuf, hop, je suis sur un nouveau marché. Je gagne beaucoup plus la confiance des consommateurs. J'accède à une demande qui était plus élevée que pour les cochons. Et tous les fermiers du village, du coin ou de la région se rendent compte que ouais, le bœuf c'est plus rentable. Donc ils vont commencer à baisser la production de cochons, le cochon deviendra plus rare et le bœuf, qui lui était rare avant, deviendra beaucoup moins rare et il faudra satisfaire cette demande. Sauf que la demande du cochon, elle n'a pas bougé, mais vu que la rareté a augmenté, eh bien le prix du cochon va de nouveau augmenter. Et donc vous comprenez le cycle, vous comprenez là où je veux en venir, c'est que le fermier va chaque fois chercher à aller sur l'animal qui pourra vendre et faire le plus d'argent. Et au final, ça fait que c'est un peu un serpent qui se mord la queue. Tout est une histoire du cycle des business, du cycle des marchés. Le point
point que je veux souligner avec ça, c'est encore une fois vous montrer qu'une récession est donc normale, parce que si on a une économie qui tourne à plein régime pendant un moment, forcément un moment où il va falloir qu'elle respire, qu'elle se relâche un petit peu et qu'elle repose des bases solides. Il faut aussi comprendre que dans une économie où tout va bien, il y a beaucoup de personnes qui font n'importe quoi. On a beaucoup de fermiers qui vont commencer à avoir des crédits à droite à gauche pour produire plus, et sauf que ces crédits, quand ça se passe bien, ils sont en mesure de les rembourser, mais ils sont tellement sur un fil, il suffit que ça se passe un peu moins bien, et du coup, ils peuvent plus rembourser, ce qui enchaîne comme un effet domino qui est assez dramatique. Donc là, une fois que cet effet domino est fini, il faut savoir que ça repart tranquillement, et donc il y a toujours de belles opportunités. C'est pour ça qu'on dit toujours que dans les récessions, c'est là où il y a les plus belles opportunités. On peut repartir de quand on est en bas, donc imaginez le trampoline, au moment où on rebondit ici, on a l'impression qu'on est en bas, et hop, on repart assez vite. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'investir là-dessus pour l'effet trampoline, entre guillemets. Le troisième point que vous devez comprendre par rapport à une récession, c'est que le monde entier n'est pas en récession. Le monde est constitué de plein de pays qui se battent, entre guillemets, pour avoir une économie qui a une meilleure croissance, pour avoir une économie qui fonctionne mieux, pour avoir les meilleures entreprises, la meilleure innovation, etc. C'est pas parce que les États-Unis, la France ou l'Europe, d'un point de vue général, seront en récession, que l'Amérique latine est en récession, que l'Amérique du Sud est en récession, que l'Asie sera en récession, ou même que la Chine sera en récession, que le Japon sera en récession, on va encore plus dans l'individualité des pays, ou que l'Afrique sera en récession. Donc comprenez bien une chose, c'est pas parce que l'Europe est en récession qu'il y a une récession partout. Vous pouvez très bien avoir des opportunités d'investissement sur d'autres continents en sortant un peu de chez vous, là où il n'y a pas forcément de récession. Bien que, en général, c'est là où il y a une récession que c'est intéressant d'investir, parce que ça veut dire que souvent les marchés sont très bas, du moins ça va pousser les marchés vers le bas, et donc proposer de très belles opportunités de rendement. Alors maintenant que vous avez compris toute cette histoire de cycle, toute cette histoire du fait que les récessions ne sont pas une chose qui est très mauvaise en soi et qui est quelque chose de normal, comment en tirer profit, comment se préparer au mieux, qu'est-ce que je fais personnellement pour me préparer? Alors je vous dis ce que je fais moi, parce que je me vois pas vous expliquer des solutions que je n'appliquerai pas moi-même, je vais vous expliquer uniquement ce que moi je fais sur mon propre argent, sur mon propre patrimoine, sur mon propre portefeuille. Alors la première chose que j'ai mis en place, c'est que j'ai augmenté mon épargne, c'est-à-dire j'ai essayé de réduire quelques dépenses qui étaient inutiles, qui étaient des dépenses entre guillemets de luxe, qui servaient pas à grand chose, qui étaient juste pour du plaisir un petit peu futile. Donc j'ai essayé d'analyser tout ça pour réduire ces dépenses et augmenter mon épargne et surtout mon cash disponible pour pouvoir tout simplement envoyer une cartouche dès qu'une belle opportunité se présente sur les marchés. La deuxième chose, c'est que je me concentre, ou du moins je concentre mes investissements sur des actions qui respectent 3 critères bien précis. Le premier, c'est que je veux un faible niveau d'endettement. C'est quelque chose qui est indispensable pour moi. En période de récession, c'est souvent là où les entreprises vont avoir du mal à payer leurs dettes. Donc je veux un faible niveau d'endettement pour que les entreprises soient beaucoup plus protégées et celles dans lesquelles j'investisse soient moins sujettes à faire défaut de paiement de leurs dettes. Le deuxième critère que je veux, ce sont des marges élevées, supérieures à la moyenne du secteur, supérieures à la moyenne du marché. Parce que on prend deux concurrents, quelqu'un qui a une marge à 50%, s'il baisse ses prix de 50%, il aura toujours une marge à 25%. Là où quelqu'un a une marge à 20%, s'il commence une guerre des prix qui baisse ses prix de 50%, sa marge sera à 10%. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Quelqu'un qui a une grosse marge par rapport, donc la marge, c'est chiffre d'affaires moins le bénéfice opérationnel, c'est la différence de ça. Bien, quelqu'un qui aura une grosse marge opérationnelle aura beaucoup plus de marge de sécurité, aura de quoi naviguer en période trouble pour continuer de conserver des clients et voire même commencer à acquérir les clients d'autres compétiteurs parce que les compétiteurs ne peuvent pas se permettre d'entrer soit dans une guerre de prix, soit dans une guerre de publicité, etc. Donc avoir des business avec des marges élevées, c'est important. Et le troisième point, c'est que je regarde des retours sur les capitaux investis, les capitaux employés ou le ROE, Return on Equity, donc retour sur capitaux propres, qui sont supérieurs à la moyenne du marché parce que ça voudrait dire que les dirigeants savent dans quoi investir, savent bien gérer leur argent. En cumulant ces trois critères, vous retirez la majorité des entreprises qui risquent de mal vivre une récession. Troisième chose que je regarde aussi, ce sont les secteurs qui sont sous-évalués actuellement. Donc les secteurs que tout le monde semble être en train de fuir parce que l'économie tourne à plein régime, parce que tout va entre guillemets bien pour le moment. Et donc on a les actions technologiques qui explosent, les actions financières qui explosent, consommation courante qui explose, etc. Mais il y a des secteurs qui stagnent, voire qui n'explosent pas du tout, alors que tout explose. Par exemple, les secteurs des services aux collectivités. Vous savez, les distributeurs d'énergie, ceux que vous payez quand vous payez votre gaz, votre électricité, votre eau. En période de récession, ce sont des entreprises qui ont tendance à mieux performer. Premièrement, parce qu'elles vont verser des dividendes de façon très fiable. Elles ont des revenus qui sont ultra fiables, ultra sécurisés, parce que quand on n'a plus d'argent, on préfère faire des économies pour pouvoir se payer l'électricité, pour pouvoir se payer l'eau chaude, pour pouvoir avoir de l'eau, du gaz, etc. plutôt que de s'acheter la dernière babiole à la mode, la dernière place de cinéma ou je ne sais quoi. On va préférer vraiment avoir du chauffage, de l'électricité chez soi. C'est pour ça que je vais plutôt viser ce type d'entreprise, surtout quand elles sont
dans un cycle où elles sont basses. Parce qu'étant donné que tout fonctionne par cycle, si elles sont dans un cycle où elles sont basses, c'est-à-dire que potentiellement on a un cycle d'explosion qui va arriver. Quatrième point, c'est que j'ai commencé à investir, donc ça j'ai commencé en juin 2024, à me positionner sur la Chine, les marchés émergents. Et donc la Chine, pas trop si on peut appeler encore ça un pays émergent, mais je me suis positionné là-dessus à hauteur d'environ 10% de mon portefeuille pour le moment. Alors je voulais être à 15%. Malheureusement, la hausse a été beaucoup trop rapide depuis ce moment-là. Donc j'ai réussi à mettre à peu près 10% en Chine. La raison est simple, c'est que c'est pas parce qu'on a une récession en Europe ou aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, que la Chine va forcément être en récession, qu'il n'y a pas des opportunités ailleurs. Donc je vous invite à ouvrir votre éventail de possibilités, à aller chercher sur d'autres marchés, parce qu'il y a des opportunités qui seront présentes. Moi j'ai choisi la Chine, il peut y avoir d'autres pays également. Cinquième chose, c'est que j'ai changé la répartition de mon portefeuille, où avant j'étais 100% sur une stratégie value dividend. Maintenant 70% sur cette stratégie value dividend qui sera potentiellement plus défensive en cas de récession, et j'ai 30% du portefeuille qui sont axés sur du quality growth, donc c'est-à-dire des entreprises avec une belle croissance potentielle future et surtout des critères de qualité beaucoup plus stricts que sur du value investing par exemple, ou sur du value, mais on va quand même investir dans une entreprise un peu moins bien parce que la sous-évaluation est très élevée, ça demande plus d'analyse, une analyse un peu différente, mais l'idée ici c'est que j'ai commencé à switcher 70% value dividend, 30% quality growth pour me préparer et surtout pour avoir vraiment un éventail de portefeuille qui puisse à la fois être défensif mais quand même un petit peu offensif, surtout si au final nous n'avons pas de récession et tout se passe bien. C'est aussi à prendre en compte, peut-être qu'on n'aura pas de récession, on n'en sait rien, on en aura une qui arrivera mais on ne sait pas quand elle va arriver. Et le dernier point, la dernière chose que je fais pour mon portefeuille, c'est que je continue d'investir tous les mois. Il n'y a rien qui ne change par rapport à ça. Tous les mois, j'injecte des liquidités, j'injecte du cash chez mon courtier pour acheter des actions, donc soit des actions type dividend value, soit des actions type quality growth. L'idée ici, c'est de toujours saisir des opportunités. Tous les mois, il y a toujours des opportunités, il y a toujours des entreprises intéressantes dans lesquelles investir. Il faut juste pas investir dans n'importe quoi et quand même faire son travail de recherche. Vous savez maintenant tout ce que je fais pour me préparer d'une récession. Maintenant, dites-moi en commentaire comment vous anticipez cette récession et comment vous vous préparez pour ne pas trop la subir.